à toutes et à tous, ou rebonjour peut-être, parce qu'on s'est peut-être déjà croisés sur les masterclass. Dernière masterclass de la journée, il y en aura d'autres demain. On va parler innovation, encore une fois. Mais on va parler innovation par le CE, et ça c'est un peu plus étonnant. Thibaut Gourd va vous expliquer comment hacker votre entreprise par le CE, si ça vous intéresse, rien que moi. Bonjour Thibaut. Bonjour. Je vais me charger des présentations en quelques mots. Donc Thibaut est ingénieur structure dans l'aéronautique. Il a travaillé pendant 8 ans dans des bureaux d'études sur les voilures des avions. On ne dira pas dans quelle entreprise, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et puis, ça vous est peut-être arrivé à vous aussi, un jour il a eu envie de passer à autre chose et de tenter l'aventure de la facilitation et de l'intelligence collective. Est-ce que c'est bon jusque-là pour les présentations ? Alors, on ne va pas faire de faux suspense. Thibaut, vous n'avez pas eu besoin de changer d'entreprise parce que vous avez trouvé un collectif qui collait parfaitement à vos aspirations. Ce sont les activateurs. Vous avez le badge activateur avec un H. Qui sont les activateurs? À quoi ils ressemblent? Alors, les activateurs, c'est une association qui prône le faire, le maker, l'intelligence collective pour tout ce qui est la problématique corporate hacking et intrapreneuriat. Comment? En partageant ses expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en échangeant, en discutant, en créant, en co-construisant une philosophie, mais aussi des supports qu'on peut diffuser, partager, en faisant de la veille et en partageant, en ayant une plateforme, différents outils où on peut, si on a besoin d'aide, poser une question, et généralement on a très rapidement plusieurs réponses, et puis au fil des discussions, évoluer, partager. Donc c'est une asso nationale. Vous êtes combien de personnes? Alors aujourd'hui on est un peu plus de 160 membres. Ça a commencé sur Paris, et maintenant on a les collectifs Bretagne, Pays de la Loire, on en a à Bordeaux, on en a à Lyon, il y en a un qui va se monter à Aix-en-Provence. Voilà, ça grossit tout doucement. La population de l'association, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de gens de grosses entreprises, mais aussi des entrepreneurs, il y a même des étudiants. Voilà, des ingénieurs, comme exactement. On trouve des profils différents. Donc les activateurs d'un côté, vous y êtes entré l'an dernier, je crois. Oui, mi-2016. Et puis c'était une assez grosse année pour vous, 2016, puisque vous vous êtes lancé dans des cours du soir en innovation collaborative. Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre des cours sur ce sujet spécifiquement? Alors, en fait, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'en ai eu un ras-le-bol, crise de la trentaine, mini burn-out, enfin bref, un peu de tout. Ras-le-bol de prendre des murs et pas avancer collectivement sur la vision société. Et du coup, remise en question, en cause, je voulais me rebifurquer plutôt sur l'innovation et tout ce qui est intelligence collective, humain, etc. Et quand on a fait 8 ans de bureau d'études, on a un peu une étiquette collée. On est aussi dans le système français où pour se vendre et puis pour changer un peu de poste, que ce soit en interne ou dans d'autres boîtes, c'est difficile de valoriser autre chose que l'expérience qu'on a faite. Donc j'ai essayé de vendre en interne un master en Inno. C'est pas passé. Du coup, je me suis réorienté sur une formation au CNAM en cours du soir en management d'innovation collaborative, qui a été quand même sponsorisée à 50% par ma boîte. Vous aviez déjà une idée précise en tête quand vous vous êtes lancé dans ces cours? Je sais que les Fab Labs, ça vous titillait un petit peu. Voilà, j'ai aussi, depuis 2-3 ans, je suis pas mal de la veille, on va dire, personnelle sur tout ce qui est Fab Lab, do it yourself, tout le mouvement des makers, etc. Et j'avais vraiment l'intention de monter un lab en interne. Donc j'ai essayé de pousser un peu les portes, j'ai fait du réseau. Ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi ça n'a pas pris l'idée? Alors, après, avec du recul, mon pitch n'était pas forcément, je pense, en adéquation avec la vision de l'époque et vis-à-vis de mes intervenants. Je ne me mettais pas forcément à la place de qui. Il ne faut pas oublier non plus que
on a l'impression qu'on a la super L'idée idée. du siècle. Et que dans les grosses boîtes, quand on vient pitcher devant quelqu'un, discuter, ils sont toujours bienveillants à l'écoute, etc. Mais on va dire c'est pas qu'on les emmerde, mais Le message ne passe pas tout à fait. c'est pas Faut le forcément que dire. ça passe pas, mais c'est que à l'instant T, voilà, il faut que pour lui, il faut débloquer un budget, voilà, c'est pas rien. Ça implique Donc, toute une machine derrière. exactement. mise Et en puis œuvre. prise de décision, pas forcément dans la même direction. Enfin bref, toutes ces problématiques de grande boîte. Bon, puisque vous êtes là ce soir, tout le monde peut deviner que vous n'avez pas lâché l'affaire complètement. Vous avez fini par créer un Fab Lab au sein de votre entreprise, Ouais. mais par une voie d'accès un peu différente, Un- puisque vous avez utilisé le CE. Comment ça vous est venu cette idée de passer par le CE, ce qui n'est pas très banal? Alors, CE, c'est comité établissement, comité d'entreprise, bon, voilà, ça dépend. Je suis dans une grosse boîte, 8000 salariés, donc il y a du budget pour le CE, il y a des sections pour un peu tout. Et le CE, c'est un moyen de toucher l'ensemble des salariés avec une certaine liberté d'expression. Et du coup, moi j'étais inscrit dans un Fab Lab sur Paris qui était ouvert que le week-end. Moi le week-end j'avais aussi d'autres activités. Et je voulais pouvoir ouvrir un lieu entre midi et deux où on pouvait bidouiller, créer, partager ses connaissances. Et grosso modo, du coup, j'ai pitché devant des salariés au Là, CE. ça a mieux marché le pitch. On a eu rapidement 50 personnes potentiellement futurs membres. Donc on a monté un budget qui a été accepté. Bon, malheureusement, on a eu des problèmes de mètres carrés, on est sur Paris, bon voilà. Et du coup, on m'a proposé, là, il n'y a pas très longtemps, d'essayer de monter un partenariat avec un Fab Lab du coin. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de faire pour faire un partenariat gagnant-gagnant, pour justement, du coup, utiliser l'argent de la société pour faire évoluer l'association, mais aussi pour le bénéfice des salariés. Et où ça en est aujourd'hui le projet? Qu'est-ce que ce Fab Lab fait déjà concrètement? Alors aujourd'hui, comme on n'a pas de lieu, déjà on se partage les bonnes astuces, les bons plans, les événements. Quand moi je vois un événement maker, que ce soit la Maker Faire ou la Design Week ou n'importe quoi, je balance sur la mailing list. Le puis réseau, voilà, est déjà constitué. Je reviens sur ce cadre du CE. Pourquoi ça vous a semblé un cadre intéressant pour implanter un Fab Lab, ou en tout cas pour parler d'innovation? En fait, le CE, ça fait partie de l'entreprise. Ça peut toucher tous les salariés. Et c'est surtout un lieu où on voit les personnes pour ce qu'ils sont et pas leur titre. C'est-à-dire que le CE, il n'y a plus l'étiquette grand chef, etc. On redevient, je ne vais pas dire le mec lambda, mais voilà, il faut montrer ce qu'on est capable. On peut essayer, moi j'ai essayé de monter une section, voilà, on peut tout essayer. Il n'y a pas de... J'ai envie de dire, tout est possible. Bon, alors, ça dépend de la taille du CE, du budget, etc. Mais par exemple, si on veut faire passer des messages et qu'en interne de l'entreprise, on n'arrive pas à monter une conférence sur le bien-être au travail, parce que ça passe pas en interne, au CE, en accord avec les syndicats, parce que c'est les syndicats qui tiennent le CE, on peut par exemple lancer des conférences comme ça. Donc c'est un cadre plus libre finalement. Vous Exactement. êtes senti plus libre. Oui. Ça peut être aussi des grosses machines, les CE parfois. Vous avez bien dû rencontrer quelques difficultés, ou elles vont peut-être arriver dans les mois qui viennent. Alors, le CE, comme je viens de le dire, c'est les syndicats qui le tiennent. Donc, parfois, il faut faire attention aussi sur quelle ligne politique on joue. Et puis, bon, s'il y a les élections dans pas longtemps, voilà, on connaît les travers. Et il y a aussi le fait que, faut pas oublier que du coup, oui, on a plus de liberté, mais on revient dans les travers de sections associations. C'est-à-dire que pour vivre, il faut un noyau dur. Le noyau dur, il va essayer de pousser les murs, à un moment donné, il va un peu s'épuiser.
Donc il faut réussir à renouveler un peu, j'appellerais le bureau de la section, qu'il y ait des gens qui reprennent du relais. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans des membres consommateurs. On est d'accord pour faire plein de choses, mais dès qu'il faut agir, c'est un peu plus compliqué. Oui, parce que ça peut vite être chronophage aussi. Alors, il y a aussi des périodes de la vie qui font que on a un enfant, on a une charge de boulot, on a autre chose. Mais voilà, c'est aussi, il y a toujours des profils, on va dire, qui sont acteurs, motivateurs, et il y en a d'autres qui sont suiveurs et qui adhèrent au projet, et quand ils sont un peu plus impliqués, ils vont passer acteurs, et il y en a d'autres qui sont juste là pour consommer. Et alors, pour rejoindre le thème de cette édition de 360 possibles, vous l'avez trouvé, la passion dans le CE? Vous avez vu des passions émerger, des profils de passionnés se dessiner? Alors, moi, on va dire que j'ai toujours travaillé, agi en fonction de mes passions. Je suis passionné d'aéronautique, j'ai bossé dans l'aéronautique. J'étais passionné de basketball, j'étais joueur-entraîneur, et dans mon système de management, c'est le collectif qui primait. Et s'il y avait un échec, c'était l'équipe qui échouait. Et la passion, elle sert de motivation. Maintenant, dans l'entreprise, comment dire, on peut être passionné, on va bouger des murs. À un moment donné, quand les murs, on va s'en prendre un peu trop, ça va un peu s'effriter. C'est ce que vous décriviez de votre cas. Exactement. Et du coup, dans le CE, je pense qu'on peut essayer de remobiliser cette passion, repartager, un peu comme avec les activateurs, ce qui n'a pas été dans l'entreprise, etc. Redevenir sur des valeurs vraies, partager ça, pour ensuite réincorporer ça dans l'entreprise. Donc ce serait un peu une sorte de petit incubateur où on se ressource, où on refait le plein d'énergie et de passion. Mais tout l'enjeu après, c'est de retransposer ça dans le reste de l'entreprise, parce que ce qui se passe dans le CE est une chose, j'imagine. Comment après faire basculer et propager ces bonnes idées, ces bonnes pratiques dans le reste de l'entreprise? Ça, le CE de lui-même peut difficilement le faire. Hein. Alors, oui et non. Le CE, c'est le CE, l'entreprise, c'est l'entreprise. Mais à l'intérieur, il y a quand même tous les collaborateurs. Il ne faut pas se cacher, c'est pas toujours la faute du manager. Si le collaborateur n'agit pas, on est français, on aime bien râler, etc. Mais on a le droit et on a le devoir d'agir, de devenir acteur. Et je pense que le fait d'avoir le droit d'essayer des choses, de rater, de recommencer au CE, permet d'inculquer une certaine culture qui peut être remise dans l'entreprise, rediffusée, etc. Mais une culture d'entreprise, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain, et ça se fait par petites touches. Et l'intérêt du CE aussi, c'est que on propage un peu, je n'appellerais pas ça un virus, mais plutôt antidote. Un gentil virus. Voilà. Un virus bienveillant. Et surtout, il est désiloté. C'est-à-dire que ce n'est pas à un endroit dans l'entreprise. Vu qu'au CE, on peut toucher très rapidement des directions très disparates, parce qu'on va parler couture, parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une brodeuse, qui veut la créer. Il y a la couturière qui est intéressée, etc. Mais la couturière, elle travaille au RH. Le maker, il est au bureau d'études. Et ça désilote. Et on se retrouve sur des valeurs autres. Et on découvre les passions des autres, les motivations de chacun, autrement que par le biais du travail. Et on redonne un pouvoir d'agir. Vous avez un petit peu de recul là, sur cette démarche. Personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à maintenant en termes de passion, en termes de stimulation? Est-ce que vous avez vu une évolution de votre ressenti personnel? Alors déjà, moi, le Fab Lab au CE, comme je l'ai dit, n'est pas encore mis en place le lieu explicitement. Mais petit à petit, en réunion, on arrive en réunion, on fait bonjour, ah c'est toi qui monte la section, machin, je suis intéressé, tac. Et du coup, ça crée un réseau sans le savoir, on fait émerger aussi dans la société toutes ces initiatives ou toutes ces personnes qui ont envie de faire,
mais qui, tout seuls, n'ont pas forcément l'envie ou se posent plein de questions, se mettent des barrières tout seuls, et qu'à plusieurs, on construit pour passer cette étape et faire émerger cette culture. Vous avez un peu une nouvelle casquette dans l'entreprise, je crois. Vous pouvez Ouais. nous en dire plus sur ce que vous faites maintenant et qui est probablement très lié à votre démarche dans ce Fab Lab là. Exactement. En fait, comme je vous l'ai dit, il y a 2 ans, j'en ai un peu marre, burn-out, voilà. Je voulais vraiment changer de casquette et donc j'ai annoncé à ma direction que je voulais faire autre chose avec en accord sur innovation, démarche d'amélioration, l'humain, etc. Et du coup, j'ai eu la chance que ma direction me fasse confiance, me connaisse et on s'est retrouvés sur cette vision-là. Et du coup, je suis chargé de mission avec différentes casquettes, mais dont une, c'est animateur d'une démarche d'amélioration dans la direction sur innovation, management, formation, intégration. Et du coup, c'est de la facilitation. On a lancé cette démarche avec un groupe de réflexion pour faire émerger des choses. Et on va basculer sur, on va dire, la deuxième version où on va propager un peu les groupes de réflexion et mettre en place aussi des groupes d'activation, d'acteurs pour faire, mettre en place les actions sorties. Voilà. Et qu'est-ce que vous y trouvez dans cette démarche très personnellement? Qu'est-ce que ça réveille ou qu'est-ce que ça suscite chez vous? C'est le fait de faire évoluer les mentalités. Alors on se prend des barrières de partout, mais bon, quand on a intérieurement envie de faire bouger les choses et qu'on se sent, voilà, on se dit, j'étais de l'autre côté, il y a des trucs qui ne marchaient pas et il faut faire évoluer les mentalités, il faut accompagner, que ce soit j'aime pas appeler ça, mais comme ça, mais la base, les gens, les collaborateurs, pour qu'ils puissent avoir un endroit, un groupe de réflexion où ils peuvent, discuter librement, proposer des choses sans passer par son hiérarchique qui lui dira mais t'es gentil mais fais ton boulot et puis on en parlera après. Et puis après il y a aussi le fait que il faut travailler aussi avec les managers qui ne sont pas forcément accompagnés avec toute la problématique des nouvelles générations, etc. pour faire évoluer les mentalités et leur donner aussi des clés pour s'adapter à ce nouveau monde. Il y a probablement des personnes auprès de qui votre discours fait écho, qui ont les mêmes aspirations que vous. Quels conseils, quels enseignements vous pourriez donner au vu de votre expérience du Fab Lab, mais aussi de votre parcours à vous, tout simplement? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec le public? Moi, j'ai envie de dire qu'une chose, c'est essayer, rater, recommencer, apprenez de vos échecs. Alors, c'est un peu bidon comme phrase, mais là, c'est ma première masterclass. J'étais comme ça avant. Voilà, on verra la vidéo ce que ça donne, mais voilà, il faut essayer, il faut devenir acteur. Comme je disais tout à l'heure, on a le droit de râler, mais d'agir aussi. Il faut pousser un peu les murs. Il faut partager avec les gens. À plusieurs, on construit une autre idée. Moi, sur le Fab Lab, sur la démarche, j'en avais une vision. En partageant, en réfléchissant avec l'ensemble des collaborateurs et des autres personnes. On construit une démarche, une vision. Et du coup, elle est plus forte, elle a plus d'arguments et on peut plus facilement la diffuser aussi. Et pour des personnes peut-être ici qui ont tilté sur vos références au CE et qui trouvent la démarche intéressante, est-ce que vous auriez des conseils très pratiques à donner, basés peut-être sur les difficultés que vous avez rencontrées, sur cette démarche qui a pu rencontrer quelques obstacles? Par où commencer, par exemple? C'est simple, adhérer aux activateurs, venir aux afterwork, en discuter. On est là encore pendant demain, pendant les 2 jours là. Vous me voyez sur LinkedIn, enfin bref, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est surtout partager vos expériences, vos retours. Le but d'un partage d'expérience,
c'est justement éviter à l'autre de se prendre les mêmes murs qu'on s'est pris et que son expérience, son aventure puisse aller plus rapidement et vous aurez participé à son aventure aussi. Donc c'est aussi un cercle vertueux et une certaine reconnaissance sur cette idée collective du partage. Dernière question, Thibaut, est-ce que vous êtes aujourd'hui heureux, épanoui dans votre travail? Est-ce que vous avez retrouvé la passion? Alors j'ai une partie où c'est un travail un peu rébarbatif parce que faut bien payer un peu le poste. Mais toute la démarche collaborative, etc., ça prend du temps, il faut de l'énergie, etc. Donc j'ai un peu les cernes et voilà. Et comme je suis un peu travaillomane, addict, voilà. Mais oui, j'ai retrouvé la peps. Le matin, je viens avec la banane au boulot et je suis content d'essayer d'améliorer la direction pour le bien de tous, quoi. Et d'être acteur dans votre entreprise. Exactement. Oui, on est très content pour vous. Merci beaucoup. Thibaut.